actu très pointue. Ce monde qui semble complètement foutu. Notre-Dame disparue, les Palestiniens abattus, gouvernement corrompu, mais nous ne serons jamais vaincus. France, oublie Jésus, sinon l'occupation te la mettra dans le... Écoutons Jim le Veilleur. Dieudo, Sorel, Aymeric Caron, OK Podcast, Vincent Lapierre, Saber, Toxier, Francis Lalanne, Lou Divergent, Taliban, je suis pas content, et bien d'autres, sors du formatage et coupe ta télé, et surtout, partage mon travail et like, donne-moi ta force, il te plaît. Bon visionnage. Fait à moi en tant qu'humoriste, ils l'auraient jamais fait à un blanc. Jamais. Ça n'a jamais existé. Ils l'ont fait parce que c'est eux qui déterminent de ce qui est drôle et ce qui est pas drôle. Et pourquoi ils le savent? Parce qu'ils sont blancs. Ah bon, d'accord. Ce bracelet électronique que j'ai, il prouve que j'ai vraiment fait mon travail. C'est-à-dire que j'ai vraiment été au bout. C'est-à-dire, voilà, moi je suis très très fier d'avoir ce bracelet. Je suis un homme noir, en laisse, dans le champ, oui, bah c'est exactement la situation de mes ancêtres, de vos ancêtres, de voilà, nous en sommes là. Et on ne s'est pas encore libéré. Et ça, ce petit bracelet là, il me parle à l'oreille et il me raconte tout ce qu'a pu vivre dans le centre de l'Afrique centrale, tout ce qu'ont pu vivre mes ancêtres, quoi. Je dis ouais, ils sont encore là. Et il me parle grâce à ce bracelet quelque part, qui me rappelle qui je suis. Je suis un esclave, je suis un homme noir qui est considéré comme un animal. Comme ça. Est-ce que tout homme noir, à un moment donné, même ceux qui collaborent avec le système, sont obligés de dire, ouais, c'est vrai, même quand on réussit, c'est pas, on reste un nègre. Ah oui. Même quand on devient président d'un pays africain, on reste un pauvre nègre. On reste un mec qui fait ce qu'on lui dit, quoi. Et donc, qui a un bracelet à la patte. Donc, moi, je suis pleinement cet homme-là. Voilà. Ce qu'ils m'ont fait à moi en tant qu'humoriste, ils l'auraient jamais fait à un blanc. C'est pas raciste. Moi? Ah si. je suis comme les autres, quoi. Ouais. Ah bah ouais. Les autres, ils sont racistes. D'ailleurs, les Noirs, ils sont racistes. Ouais. Pas plus que nous, parce que nous, on est quand même plus violents. Tout le monde, je sais pas pourquoi. Les Arabes, ils sont pas racistes. Ah si. Ah si. Demande aux Juifs, tu vois. Ils vont gueuler. Ouais. Et les Juifs? Ils sont vachement racistes, demande aux Palestiniens. Dieudonné est censuré sur tous ses spectacles. En ce moment, tous ses spectacles, non pas a posteriori, mais a priori. Lors d'un des derniers spectacles qu'il devait jouer, plusieurs fois les policiers qui sont arrivés. 30 policiers. Je veux dire, quoi qu'on pense de Dieudonné, encore une fois. Il joue dans des granges, hein. Mais il joue dans des granges, et il y a des policiers qui observent. Est-ce que, en octobre ou novembre 2025, la priorité de l'État, c'est d'envoyer 30 policiers pour interdire un spectacle de Dieudonné, spectacle au demeurant que le procureur n'a même pas vu. Donc là, on se dit, d'ailleurs j'en parlais, d'ailleurs je vais essayer d'organiser une rencontre entre Gilbert Collard et Dieudonné, enfin je veux dire une émission, et je pense que un avocat, même opposé à Dieudonné, s'honorerait de prendre sa défense, puisque là c'est même pas Dieudonné en l'occurrence, donc je parle, c'est la liberté d'expression. Donc encore une fois, voilà, Raphaël Enthoven, dont je redis que voilà, il m'a bloqué et qu'on ne se parle plus et qu'on est plutôt dans une relation très tendue, ben voilà, ça m'empêche pas de saluer que sa liberté d'expression, eh bien, elle a été, on va dire, respectée et qu'il n'a pas été condamné. Sinon, bon voilà, on est dans un pays totalitaire et ça, c'est étonnant puisque soit LFI qui en effet en permanence, je veux dire, me traite de tous les noms. Et là, il se trouve ils ont même tendance à agresser nos journalistes, hein, donc. Oui. Mais de là à voir en moi un psychopathe, faut peut-être pas exagérer non plus, hein.
C'est vrai que c'est la dernière étiquette qui me manque en même temps. Mais non, mais ça a été l'année des psychopathes en France. Moi, j'ai plus la télé, j'arrête, ça m'intéresse pas. J'ai regardé le procès Fourniret, putain, sur Internet. Oh putain, le mec, il a fait avancer sa profession, le mec. Et c'est un gamin à côté de l'Autrichien, Fritz, celui qui a séquestré son enfant 25 ans dans la cave et qu'il a violé tous les jours. Bon, ça, c'est l'école autrichienne, c'est autre chose. Le mec, c'est Mozart. On est ailleurs. J'ai fait un sketch là-dessus, tiens. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir et bienvenue dans cette toute nouvelle émission intitulée « Une vie, une histoire ». Bonsoir à tous. Alors, ils sont les proches, les familles, les amis des plus grands criminels que notre société ait comptés. On a beaucoup écrit sur la vie des serial killers, mais rares ont été les témoignages de leurs proches. Ils sont là ce soir pour nous raconter leur calvaire. Nous allons commencer par vous, Françoise Bellembe. Françoise, vous nous venez de Martinique. Bonsoir à tous nos amis des Antilles. Bonsoir à tous nos amis. Vous êtes également, Françoise, la mère de Stéphane, un solide gaillard d'origine antillaise qui a volé, violé, tué, Françoise, et parfois même dévoré près de 50 personnes. En majorité des femmes centenaires. Ça n'est pas dans un esprit coubertin qu'il a agi. Handicapés physiques, qu'il surprenait dans leur sommeil en leur défonçant le crâne à grands coups de masse. Il a été arrêté, Stéphane, en 1992, heureusement pour nous tous, Françoise, en compagnie de son collègue Fernand Lafarce, dit le charcutier en chaussons. Il avait visiblement cette particularité de travailler en chaussons, qui n'a pas grand intérêt dans l'émission de ce soir. Ils ont tous deux, bien évidemment, été condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité. Françoise, comment vit-on ces épreuves lorsque l'on est la mère du plus grand criminel français de tous les temps? Avant que vous n'interveniez, François, je tiens à remercier nos partenaires Coca-Cola Dash Machine et Panini Fromage. C'est à vous, François. Moi, je comprends pas. Nous ne pas comprendre. Pour moi, mon enfant, il est innocent. Il n'a pas tué leur grand-mère. Il a mangé la grand-mère. Il peut venir manger à la maison. Fais pas les colombos de grand-mère. Quand il est petit, toujours il est gentil, la grand-mère. Fais des bisous à sa grand-mère. Il faisait des bisous à sa grand-mère, je n'en doute pas, Françoise, mais pour d'autres grand-mères, non. C'était des grands coups de masse. Pour leur dérober quoi, en moyenne, une centaine d'euros. C'est plus près de 80 €. Faut pas toujours enfoncer mon enfant. Il a empâté la grand-mère. Il a mangé la grand-mère. Il est voleur, je reconnais. Il est voleur, c'est l'enfant voleur. Quand il est petit, toujours voler les gens. Il me volait, il s'est volé lui-même. Il est venu, maman m'a volé. J'ai dit, regarde dans ta poche. Il s'était volé lui-même. Parce qu'il est sacouépant. C'est l'enfant sacouépant. Tournique, nous cartons, tournique. Vous venez peut-être de le remarquer, mais depuis ces tristes événements,
Françoise souffre d'une maladie grave, le syndrome du tourniquet. À un moment donné, elle nous a fait le coup en répétition tout à l'heure, elle se coupe complètement de la conversation et répète ce mot, donc tourniquet, tourniquet. Alors, voilà, je ne sais pas si vous m'entendez, Françoise, au moment où je vous parle, voilà, j'ai l'impression que le regard se stabilise un peu, je vais profiter de cette fenêtre. Alors, vous prétendez, Françoise, inlassablement que votre enfant est innocent, mais Stéphane a avoué ses meurtres, Françoise. Vous étiez vous-même au procès, vous êtes venu aux assises à Paris, vous avez entendu le juge. Tourniquet. J'ai dit le juge, et mystique. Est-ce que la cour dort? Non, la cour ne dort pas. Le tribunal a dit non, on ne dort pas. J'ai dit l'innocent, monsieur le juge. Il a dit non, il n'est pas innocent. J'ai dit l'innocent. Ils ont montré la vidéo. On va regarder la vidéo. Le gros gars là, comme ça, qui est gauche la gomme, avec les gros yeux d'Africain comme ça. J'ai dit, c'est un Congolais que je vois. Mais c'est pas mon enfant. J'ai dit, l'innocent. Oui, vous avez dit ça, effectivement, mais c'est là que Stéphane s'est levé dans son box, Françoise. Hein? Et il s'est adressé à vous dans un silence d'église, de cathédrale, et il vous a dit « Ferme-la, maman. Ferme ta gueule. » Hein, ce sont ses propres mots que je cite, hein, évidemment. C'est moi qui les ai tués, ces grosses putes. Hein. Tu me fais chier, j'ai tout avoué. De toute façon, c'est mort, j'ai le sida, je vais crever. Dégage, s'il te plaît, dégage. Et c'est là, effectivement, qu'il sort cette phrase qui sera reprise dans la presse dès le lendemain. Hein, il vous regarde et il vous dit « Maman, maman, je t'aime. » Tourniquet. Tourniquet. Le Congolais m'a parlé. Bon, je pense qu'on va arrêter là. Il faut respecter le silence. Merci en tout cas, Françoise, en espérant vous voir descendre très rapidement, hein, de ce grand tourniquet. Alors... Notre-Dame disparue, les Palestiniens abattus, gouvernement corrompu, mais nous ne serons jamais vaincus. France, oublie Jésus. Sinon l'occupation te la mettra dans le... Écoutons Jim le Veilleur. Dieudo. Rafle du Veldi, il a dit on est responsable. Moi je savais pas que j'étais responsable personnellement de la rafle. Et il a dit si, toi aussi, tout le monde. Et on peut payer en 3 fois, François ou... Allez, bonjour tout le monde, comment allez-vous? Oui, il y en a qui sont déjà mauvaise langue, qui disent non, Dieudo t'as fait faux bon, il ne viendra pas. Mais si, il est là. Coucou Dieudo. Salut, comment vas-tu? Eh ben ouais, moi ça va super bien. Je me suis dit, si ça se trouve, il va repartir en garde à vue, il va peut-être pas pouvoir venir. Non, j'espère qu'il t'est rien arrivé de grave. Non, je suis avec mon bracelet électronique à la jambe quand même, mais je suis là face à toi. Je te remercie beaucoup. Merci d'être venu et merci de me faire cet honneur. C'est vraiment... Non, c'est un plaisir. C'est un plaisir pour moi, Jim. Merci, c'est gentil. Ce bracelet électronique, est-ce que je suppose que tu as déjà eu l'idée de te scier la patte? Ouais, t'essayes avec du savon, essayer de le faire glisser. Non, c'est bien fait. Tu peux pas t'en séparer. Et puis, en fait, tu as des aménagements d'horaire. Moi, mon contrat, c'est 8h, 13h, tu peux sortir de chez toi. Et puis, le reste du temps, tu dois rester dans ton domicile, dans une zone qui est définie avec le bracelet quand on l'installe, avec une sorte de petit un récepteur avec... qui t'indique les distances et tout ça. Enfin bon. Voilà. 8h, 13h le matin, jusqu'à 13h, c'est tout. Après, t'as pas c'est tout. Voilà. Après, j'ai pas le droit de sortir. Par contre, je peux faire pour mon travail des modifications d'horaire. Par exemple, ce soir, je joue
mon spectacle, eh bien, il modifie ces 8h, 13h, il les déplace dans le temps, si tu veux, pour que je puisse prendre ma voiture, aller jouer et puis revenir. D'accord. Donc, oui, d'accord. Ils t'ont pas donné. Déjà, ils t'ont pas condamné à l'interdiction de jouer déjà. Mais en fait, l'aménagement de peine, c'est justement une incarcération à domicile qui te permet de travailler, de continuer à travailler, parce que tu n'es plus, en fait, tu coûtes moins cher à l'État que si tu étais détenu. Bien sûr. Et quand tu as des enfants, tout ça, ils essayent de prendre ça en compte et faire en sorte que c'est tout bénef, en fait, c'est que tu es incarcéré à domicile et tu es autonome financièrement pour ta bouffe, pour tout, en fait. Le logement. La prison te prend en charge de tout. Alors que là, c'est toi qui reste, c'est toi qui payes. Enfin, t'aurais quand même pas préféré aller en prison, si? Non, enfin, de toute façon, c'était dans mon jugement, l'aménagement. Aller un petit peu en prison, ça ne me dérange pas. Longtemps, évidemment, j'ai pas tellement envie. Je pense que personne n'a envie d'aller en prison. Mais je pense que le passage en prison, c'est plus ou moins un passage obligatoire quand tu as emprunté le chemin de la vérité. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un petit peu la question que j'allais te poser. Juste après, je vais te la poser. Mais c'est pour quelle raison ils t'ont condamné à ça? Alors, en fait, c'est une accumulation de condamnations. Je ne suis pas un multirécidiviste, je suis plus que ça. J'ai 40 condamnations, moi, donc je suis pas n'importe qui. Hein. Alors, pour la plupart, dans 90% des cas, c'est pour des vidéos ou des spectacles, ou des sketchs. Et puis autrement, c'est pour... j'ai un abus de bien social, 20 000 euros de TVA que j'aurais soi-disant pas payé, alors que j'étais même pas le gérant de la société, mais bon, peu importe. Donc voilà à peu près mes condamnations, et je dois avoir... Oh, mais c'est pas de la prison ferme après. Donc là, t'en as pour 2 ans avec ce bracelet, c'est ça? Bah ouais, plus que ça, parce que quand je joue mes spectacles en province, il y a des suspensions de peine, ce qui fait que ça suspend la peine, mais ça la prolonge, d'autant. Et donc, comme je retire 2 jours par semaine ou 3 jours, ça va durer plus que ça. Ouais. Ça va durer, je sais pas combien de temps, on verra bien. Quoi. Et quand tu vas en Guadeloupe, tu fais comment? Alors ça, là aussi, il y a des dérogations? Suspension. C'est-à-dire que là, c'est l'avocat qui demande au juge d'application des peines de suspendre ma peine le temps des élections. Mais est-ce que, on ne sait jamais si le juge va accepter. Donc là, pour mon travail, en général, il accepte. Mais pour les élections, j'attends la réponse. Ce qui veut dire en clair que si tu voulais aller t'installer en Guadeloupe pour y habiter, tu pourrais quand même. Oui. À ce moment-là, il faut voir avec le juge d'application des peines sur un changement d'adresse. Je pense que c'est possible. Et puis après, t'es en Guadeloupe. Mais au Cameroun, tu pourrais pas partir. Oui. Mais bon, moi, c'est vrai que je crois que le Cameroun, c'est pas possible. C'est pas un département français. Voilà. Mais la Guadeloupe, c'est la France. C'est encore la France. Moi, ce qui me tue dans ton histoire, Diodo, et depuis 2003, hein, c'était 2003 le sketch chez Fogiel, c'est ça? Ouais. Ce qui me tue dans ton histoire, c'est que ça fait 21 ans. En ce qui me concerne, tu subis un acharnement, tu subis un lynchage, et c'est un acharnement que personne en France n'aurait supporté. Je le dis devant tout le monde, je ne comprends pas, personnellement, d'abord primo, on va en parler, hein, comment tu fais toi pour non seulement supporter ça et continuer à vouloir rester dans un pays qui t'inflige ça. On va en parler après, je vais te poser la question et on va développer ça si tu veux bien. Mais moi, j'aimerais que les gens comprennent un truc, et les gens qui nous écoutent et qui nous écouteraient plus tard, c'est que personne en France ne pourrait supporter ce que tu supportes. C'est vraiment, moi, chez moi, ça force l'admiration. Je te dis honnêtement, je comprends pas comment tu fais, tu n'as peur de rien, c'est sidérant. Est-ce que quand même, quelque part, tu as un petit peu peur? Alors, je pense que il y a une appréhension. Bon, on avait un ami commun qui s'appelait Stéphane Blais, ouais, qui lui a vécu cette pression
je dirais qu'il en est mort. Donc, je sais que ça peut... Moi, j'ai la chance d'avoir la scène. Bon, lui aussi, il l'avait. Je pense qu'on discutait souvent ensemble. Et lui, derrière son piano, il sortait cette énergie, cette pression. Et moi, c'est sur la scène que je le fais. Et donc, j'ai la chance de faire un métier que j'adore. Je vais travailler et j'ai pas l'impression de travailler. Et j'ai l'impression que je vide sur scène toutes les pressions. Et puis après, il y a l'histoire, c'est-à-dire que je suis descendant de colonisés et d'esclaves, et donc par respect pour ceux qui m'ont permis d'être là, par respect pour mes ancêtres, ce que je subis, c'est dur, mais je dirais qu'on a le cuir tanné, c'est-à-dire dans cette forêt équatoriale où on grandit, où ont vécu mes ancêtres. Survivre, c'est déjà faire preuve de... c'est déjà une grande humilité, et puis je suis le maillon d'une chaîne de gens qui ont survécu dans des conditions, dans une jungle aussi dure que celle qu'on connaît en Occident. Et c'est la vraie jungle avec les serpents. Là, je suis dans une jungle où il n'y a pas de serpents, mais en fait, il y a des serpents. Voilà. C'est pas des serpents, mais ils sont venimeux quand même, c'est ça. C'est ça, ouais. En fait, Diodo, il y a une autre dimension chez toi aussi. Il y a l'homme spirituel. Moi, je ne sais pas comment te le dire, mais moi, je vois en toi pas seulement un chrétien, je vois en toi quelqu'un qui a une mission de vie. Quand je vois à travers tes sketchs et à travers les sujets que tu as exploités depuis le début, depuis tes premiers spectacles, tu es quand même dans une mission d'éveil. Tu es là pour apporter, les gens vont dire la vérité, une vérité, mais tu es là aussi pour éveiller les gens sur beaucoup de sujets. Que ce soit sur d'ailleurs la loi de 1905, la déchristianisation de la France, ou que ce soit dans plein de sujets, sur l'arnaque médicale, sur le cancer, tout ce que tu as touché, tu es quand même dans une démarche d'éveilleur. Oui, c'est pas faux. Alors je pense que quand on a accès à la tribune et quand on est sur scène, c'est pour dire des choses. Donc je dis des choses qui m'intéressent et je crois qui intéressent des gens. En fait, ce sont mes propres interrogations que j'essaye de traiter. Effectivement, tu dis je suis chrétien, c'est vrai. J'ai un spectacle qui s'appelait Rendez-nous Jésus, Pardon Judas, En paix. J'ai pas mal de références effectivement à ma spiritualité, mais qui sont... En fait, je suis de culture chrétienne par mon père et par ma mère. Donc j'ai suivi un enseignement religieux étant enfant. Et puis avec le temps, je trouve assez beau, assez joli, assez esthétique cette croyance, parce que on enterre nos morts, on célèbre les mariages, les baptêmes. Bon, c'est intéressant. Maintenant, l'Église humaine n'est pas très intéressante, c'est vrai, elle est décevante. Donc, mais bon, en tout cas, je suis passionné par les autres et par les gens. Et puis j'aime les gens en fait. Et donc même si ils se sont des voleurs, même si ce sont des escrocs, si ce sont des gens bien, des gens qui se font plaisir, des gens qui se regardent. Moi, je regarde tous les caractères et j'aime bien les interpréter parce que chaque homme en fait chaque histoire est intéressante. Ce que tu aimes, c'est raconter l'histoire de l'humain. Ouais. Mais mais quand même, ton spectacle sur l'émancipation, oui. Tu as aussi une mission de vouloir émanciper l'humain aussi, oui. de ses maîtres et de ses idées préconçues ou de plein de choses, en fait. Ouais, c'est vrai. Alors, mon père est mort en 2010. Moi, je suis passé en première ligne à ce moment-là. Et dans notre tradition, en fait, le fils aîné, alors j'ai un frère aîné, mais qui m'a laissé le soin de reprendre le relais, en fait, de devenir chef de famille. Et donc, j'ai le besoin d'essayer de trouver, de donner à mes enfants, mais aussi mes petits-neveux, nièces, là-bas au Cameroun, et puis ici, des perspectives, en fait. Comment allons-nous, nous, les Mvoratans et Lambala, comment on va évoluer maintenant dans ce monde nouveau, dans ce monde qui change. Et donc, peut-être que cette part de responsabilité filiale, en fait, elle m'entraîne dans mon travail à être dans la transmission et
et essayer de trouver un fond, en fait, d'aide à mon travail. Si tu n'avais pas eu cet humour, comment est-ce que tu aurais vécu? Est-ce que tu aurais quand même passé ces messages différemment? De métier. Je pense. Je rêvais en regardant Coluche, en regardant Les Inconnus. Je suis arrivé un peu après Les Inconnus, moi. Et puis, je disais que c'était vraiment fort, que c'était tellement bien de rire, de faire rire les autres. J'étais tellement passionné par ce métier. Je pensais pas pouvoir le faire. Et puis, il y a eu la rencontre avec Elie Semoun, et tous les deux, on s'est imposé. Et j'ai pu ouvrir une porte et devenir un professionnel. Et c'est un métier, encore une fois, je te dis, je travaille, mais j'ai l'impression que c'est à chaque fois du plaisir, quoi, plus que du travail, quoi. Ouais, mais attends, toi, t'as pas l'impression de travailler, mais nous, d'extérieur, on a l'impression que tu t'arrêtes jamais. Non, mais de toute façon, en termes de volume de spectacle, je suis très, très largement devant mes collègues. J'avais un théâtre, donc j'avais un laboratoire, et j'ai pu, là, un ordinaire, quand j'ai failli faire le duo avec Jean-Marie Bigard, on l'a pas fait finalement. On discutait de ça parce que Jean-Marie, c'est le deuxième qui a produit le plus de spectacles. Il doit en être à 14. Et moi, j'en suis au double, quoi. Ouais, c'est ça. J'ai arrêté de compter à 26, donc... Ouais, c'est ça. Moi, je compte quand même ceux que j'ai fait avec Elie. Et puis, mais bon, c'est ça, ouais, c'est ça. C'est incroyable. Là, j'en ai deux nouveaux, c'est juste pour cette année. Donc, Jamel et la Bête, extraordinaire aussi. C'est bien de pouvoir confronter mes personnages à un imitateur, donc qui me permet de rencontrer, là, en ce moment, Macron, Sarkozy, enfin, tous les personnages qui font la vie politique en ce moment, quoi. C'est tellement drôle. Il est bien, hein, ton imitateur, hein. C'est Jamel. Ouais, il est vraiment talentueux, vraiment. Ah, il est très bien, ouais. Et ça, c'est en cours, ce spectacle-là, ou ça va pas? Ouais, c'est en cours. Là, ce soir, là, après notre entretien, je me dirige à Paris. Et là, ça sera du Dieu-d'Aubus. On est encore dans la période de rodage. Et puis, à partir de samedi, c'est le bal des quenelles, le fameux bal des quenelles, certainement un des derniers. Et puis j'espère après pouvoir effectivement prendre une retraite bien méritée au Cameroun, on verra, ou en Guadeloupe. Elie Semoun disait que lui ne pourrait pas jouer dans un bus ou dans une petite salle. Toi, ça ne te pose aucun problème de jouer devant 30 personnes dans un bus, ou je sais pas, 30 ou 40, et pour toi, c'est pareil que de jouer dans un zénith à 5000 personnes. Ah oui, et puis, d'autant que le bus, c'est plutôt 70 personnes, tu vois, quand même. Et puis, ah ouais, non, mais moi, jouer dans un zénith ou dans un bus, pour moi, c'est exactement la même chose. Je prends autant de plaisir à jouer dans un bus parce que c'est le même public, parce que c'est la même relation, parce que c'est ce même moment, en fait, d'intimité entre toi et le public, dans un humour qui est dans un partage, en fait, dans une communion. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, quoi. Je suis vraiment... Encore une fois, Elie et moi, on a commencé au même moment. Après, ce sont deux chemins assez différents. Et puis je le vois vieillir. C'est le même terminus, hein, de toute façon, à un moment donné. Mais enfin, lui, il a, on va dire, collaboré avec le système. C'est devenu un artiste d'État, on va dire, avec un humour un peu lisse. Il s'est écarté de ce qui le faisait rire, je pense, au départ, pour rentrer dans l'industrie du rire, quoi. Et donc, il fait des émissions, il fait des pubs, il fait des films. Tout ça est très, très, très commercial, quoi. Il t'a reproché d'être vénal, mais toi, tu joues dans un bus. Ouais, puis il me reproche d'être vénal, mais ça, c'est... en fait, moi, je lui disais depuis que ça ne m'intéressait pas d'avoir des producteurs parce que je préférais être indépendant et mon indépendance, elle m'a permis de créer ce que j'ai créé comme œuvre. Maintenant, le côté vénal, je pense qu'il est largement autant que moi. Il compte ses sous et puis il essaye de construire cette petite villa en Corse. Et puis c'est quelqu'un qui
bon, je pense qu'on travaille pour gagner de l'argent et tous, et puis, mais je pense que j'ai pas mis ça, moi, en priorité. J'ai mis mon indépendance de création en avant. Alors, c'est vrai que c'était mieux, puisque le fait de ne pas avoir d'intermédiaire entre toi et le public, évidemment, tu gagnes plus d'argent. Mais moi, je trouve que, bon, après, je ne sais pas comment... Est-ce que vous vous parlez encore? Parce que je trouve qu'il ne t'a pas raté, quand même. Mais en fait, je lui parlais, je lui pardonnais tout à Élie. Parce que, bon, je savais qu'il n'avait pas la solidité, on va dire, artistique pour pouvoir vivre ce que je vivais. Et puis, il y a un an, j'ai eu cette démarche. Si j'ai pu blesser des gens dans la communauté juive, je leur ai demandé pardon. Et là, je m'attendais à ce que Élie profite de cette occasion pour se rapprocher de moi et cette fois-ci dire, bon, ben voilà, bon, en fait, il a jamais voulu blesser des gens, il a voulu faire rire, bon, voilà, c'était l'idée. Et puis surtout, moi, derrière, je pensais que après avoir fait le premier pas, le pas du chrétien, je m'attendais à ce que des membres de la communauté juive me demandent pardon. Ce qui me paraissait, moi, être logique par rapport à ce que j'avais vécu. Et puis, je me suis aperçu qu'il y en avait certains quand même, mais que la grande majorité était dans un concept de ni pardon, ni oubli. Ce qui, à mon avis, explique la situation dans laquelle il se trouve aujourd'hui, c'est-à-dire il crie à l'antisémitisme, il crie au génocide à venir, parce que en fait, il n'arrive pas, et moi, c'est vraiment central dans la religion chrétienne, il n'arrive pas à pardonner pour une bonne partie. Et je pense que c'est l'un des problèmes de cette croyance du ni pardon ni oubli. Je pense que elle vous conduit fatalement à la guerre. C'est inévitable. Oui, c'est la loi du talion ou la loi de suprémaciste qui veut prendre le contrôle. C'est-à-dire, nous n'oublierons jamais. Là, on l'a vu, puisque après le 7 octobre, donc, Netanyahou a dit ni pardon, ni oubli. Et Israël avait une chance incroyable, c'était justement de pardonner. Mais c'était là, ils avaient le monde derrière eux. Et le fait de rentrer dans cette spirale de haine non limite, de cette haine génocidaire, eh bien, les a révélés aussi comme effectivement une population haineuse, guerrière, et je trouve ça regrettable, quoi. Mais bon, je sais qu'il y a des gens bien qui essayent là-bas en Israël aussi de dire non à Netanyahou, non à ce massacre sans limite, quoi. On va en parler un petit peu. Juste un petit message de Stéphane, très court. Je ne sais pas si tu l'as vu. Non, ça, je te le remets. Voilà. Tu n'as pas vu? Non, je te le remets une troisième fois. Non, je ne l'ai pas vu. Tu le vois là? Non, malheureusement, je ne vois pas. Ah. Je ne vois rien. Ouais, ah non. Bon, tant pis. C'est un petit doigt d'honneur qui fait comme ça, c'est très rapide. Stéphane, qui me disait, excuse-moi Diodo, mais Stéphane me disait toujours, je ne sais pas s'il te l'a dit à toi, mais il me disait toujours, ne t'excuse jamais. Si tu t'excuses, ils t'aplatiront. Est-ce que tu as l'impression que c'est un petit peu ce qu'ils t'ont fait quand tu t'es excusé? Non, moi, je suis beaucoup plus chrétien que l'était Stéphane. C'est-à-dire, le pardon est au centre de ma foi. C'est-à-dire, Jésus nous enseigne une chose dans son discours et dans son parcours, c'est sache demander pardon et sache pardonner. Et donc, aller sur ce terrain du pardon, pour moi, en tant que chrétien, c'était quelque chose d'important. Ça n'était pas, je n'attendais rien en retour. Je voulais être sur ce chemin. J'ai constaté qu'il y avait énormément d'arrogance en face et que eux n'avaient pas la volonté, pour la plupart de ceux qui m'avaient insulté, qui m'avaient lynché, il n'y avait pas pour eux de possibilité de pardon. Et ça a été une leçon. Alors, tu as raison en disant qu'il y avait, et je pense que Stéphane disait,
pensait que c'était humiliant de demander pardon. Pour un chrétien, ça n'est pas du tout humiliant. Pas du tout. Au contraire, c'est une force. Je ne m'humilie pas en demandant pardon. Non. Si des gens ont sincèrement été blessés par ce que j'ai fait, je leur demande encore pardon. Mais